Donc, je vais vous parler de data et de confiance. Moi, je travaille au sein du groupe La Poste et je suis Chief Data Officer. Le rôle de Chief Data Officer, c'est un rôle assez un peu neuf. D'abord, ça a émergé aux États-Unis et puis plus récemment en France. Il n'y a pas vraiment de définition de ce qu'est un Chief Data Officer et quelle est sa mission. Donc, je vais vous donner la mienne. En général, les entreprises, elles commencent à se poser la question de finalement quel est le rôle de la data chez eux et est-ce que c'est un actif, et si c'est un actif, en fait, il faut le gérer, et s'il faut le gérer, il faut le développer. Et donc, le premier rôle du Chief Data Officer, c'est de développer le capital data une fois que l'entreprise s'est aperçue qu'elle avait un capital. Et pour bien faire ça, il faut traiter les questions de confiance dont on va parler tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas faire de traitement data si on n'a pas des relations de confiance avec les utilisateurs avec qui on a des échanges de données. Et puis, il faut aussi tirer parti des progrès des technologies, hein, puisque la data accompagne la transformation digitale, et les nouvelles technologies permettent de faire plein de choses, de personnaliser des services, et de valoriser ce capital. Après, une fois qu'on a dit ça, ce capital data, il doit servir à créer de la valeur pour les clients. Et cette création de la valeur, elle se fait par des projets, et donc quelque part, elle se fait dans tous les métiers qui sont dans le groupe, toutes les branches qui sont dans le groupe, puisque nous, on est un grand groupe, donc il y a différentes branches. Vous avez une banque, vous avez le courrier avec les colis, vous avez l'Express, Géopost, vous avez la branche numérique qui lance des services numériques. Donc tous ces métiers-là consomment de la donnée, et sur tous ces métiers-là, on doit pouvoir tirer profit de la technologie et des données. Et donc c'est un rôle qui est éminemment transverse, puisqu'en fait la valeur elle est créée dans les branches, avec les opérations, partout dans le groupe. Donc on développe des stratégies pour développer un capital data, et après on crée de la valeur avec ce capital, mais cette valeur elle est créée de façon très transverse avec les gens qui tiennent les métiers et les services au sein du groupe. Il y a un autre rôle qui est important, et il y a une espèce de binôme qui se fait entre le Chief Data Officer et le Data Privacy Officer. Le Data Privacy Officer, c'est celui qui va traiter tous les sujets de conformité par rapport au règlement, puisqu'il y a beaucoup de règlements, notamment en Europe, hein, sur la façon de bien traiter les données. Et en fait, si je résume un peu les deux fonctions, d'un côté, vous avez quelqu'un qui a plus un rôle d'architecte, de dessiner un petit peu la maison et de mettre en place les briques de façon à développer ce capital data et créer de la valeur avec des projets. Et de l'autre côté, vous avez plus quelqu'un qui a un rôle de bureau de contrôle pour s'assurer qu'on est en conformité par rapport à toutes les réglementations. Voilà. Et donc ces deux rôles-là, ils commencent à émerger un peu partout dans les entreprises. Et puis quand il y a à la fois un Chief Data Officer, à la fois un Data Privacy Officer, du coup, c'est beaucoup plus fort pour aller pousser tous ces sujets data et suivre un peu les évolutions, parce qu'on est sur un marché où tout change très vite et où il faut constamment s'adapter. Voilà, donc développer le capital data, et pour ce qui est de la Poste, avec toujours plus de sécurité, de confidentialité, de transparence et d'assistance. Ça, c'est notre positionnement, parce qu'en fait, on est dans une entreprise où la confiance est au cœur de tout, hein. La Poste, c'est un opérateur universel des échanges, dans le monde physique et dans le monde numérique. Donc il doit y avoir les deux. Et finalement, ce qui nous lie aux Français, c'est beaucoup la confiance. Et donc il faut que ces valeurs-là, elles se retrouvent dans la façon dont on traite la data au sein du groupe. Okay. Alors, quand on a abordé ce sujet de la data pour la Poste, on s'est demandé quelles étaient les attentes de nos clients et donc des Français, puisque tous les Français sont un jour ou l'autre clients de la Poste. Et c'est un sujet qu'on peut prendre à deux niveaux. On peut le prendre en allant directement chercher le besoin auprès des Français. C'est une enquête qu'on a faite, qui est toute récente, hein, de mars 2016, qu'on a faite avec Harris Interactive.
Et puis aussi, on peut prendre les nouvelles exigences qui sont descendues sur toutes les entreprises, et toutes les entreprises doivent s'adapter à de nouveaux règlements. Et en fait, ces deux sujets-là, ils sont un peu imbriqués, mais ils sont aussi assez différents. Donc, nous, on est en France, et la CNIL, avec toutes ses équivalentes dans tous les pays en Europe, ils se sont un peu saisis de ce sujet de la protection des données, et ont abouti sur un projet une nouvelle réglementation européenne qui est une espèce de loi un peu unique. C'est un peu la première fois qu'on a ça. Maintenant, en Europe, on a une loi un peu unifiée sur la protection des données, et qui s'est traduite par la loi numérique qui est passée récemment en France, et sur lequel les entreprises doivent désormais travailler et peaufiner leur organisation, peaufiner leur process, de façon à être en conformité au moment où cette loi sera appliquée dans presque 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des nouveaux principes qui ont été mis en avant dans ces règlements. Et le fait de s'adapter à ces nouveaux principes nécessite beaucoup de travail de la part des entreprises. Et donc, il faut un temps avant que la loi est applicable. Donc, la nouvelle loi, en fait, c'est printemps 2018. Donc, il faut dès aujourd'hui, puisqu'elle vient de passer en mars, il faut dès aujourd'hui se préparer à être compliant pour printemps 2018. Et en fait, nous, c'est ce qu'on fait au sein de la Poste. Parmi les trucs un peu saillants dans la nouvelle réglementation, donc on voit un alourdissement des sanctions. Donc il y a une logique de responsabilisation des entreprises. Donc avant, il y avait les pénalités quelque part étaient plutôt de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros. Désormais, c'est 2 à 4% du chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires du groupe. Donc en fait, on voit que tout d'un coup, on est sur des masses qui sont très significatives et du coup qui doivent être aussi responsabilisantes. Donc 2 à 4% du chiffre d'affaires, si on est en écart par rapport à cette réglementation, c'est la peine un peu maximale qu'on peut avoir. Il y a des notions de responsabilité qui sont aussi plus fortes, des responsabilités quand vous êtes responsable d'un traitement, mais aussi quand vous êtes sous-traitant de ces traitements. Par exemple, prenons le cas de la Poste. Une activité logistique, en fait, nous, on gère les données qui supportent l'activité logistique sont souvent les données des chargeurs, donc par exemple des Amazon, des Cdiscount quand ils nous donnent des colis. Et donc, dans ce cas-là, on est sous-traitant sur les données pour assurer la livraison. Donc voilà, c'est de nouvelles responsabilités. Et du coup, c'est des choses à faire sur les organisations et les process. Ce Data Privacy Officer, qui avant était une bonne pratique, est devenu donc une nécessité. Donc c'est un nouveau rôle qui est imposé par la loi. Nous, ça fait un peu longtemps qu'on l'a au sein de la Poste. Mais du coup, maintenant, ça fait partie de la loi que de nommer un Data Privacy Officer. C'est un rôle indépendant. Je disais tout à l'heure qu'il avait un rôle un peu de bureau de contrôle. Donc il a une certaine dépendance qui sont liées en fait, au statut de sa fonction. On a évidemment des devoirs aussi de renforcer sur tout ce qui est notification des failles de sécurité, etc. Et puis un principe général d'accountability, donc ça se traduit très mal en français l'accountability, mais en gros vous êtes désormais responsable, donc vous devez faire du privacy by design, c'est-à-dire vous devez prendre en amont. Vous devez prendre en compte le point de vue de l'utilisateur dès que vous concevez un nouveau service ou des nouveaux systèmes, pour dire quels sont finalement les risques par rapport à l'utilisateur de votre système ou de votre nouveau service. Et du coup, comment vous mettez des contrôles a priori, donc privacy by design, ou des contrôles a posteriori, donc la traçabilité des actions qui sont faites sur la donnée, de façon à pouvoir être audité. Le fait de lancer des audits, qui sont soit faits des audits internes, soit des audits externe. Évidemment, l'audit il ne fonctionne pas si vous n'avez pas la traçabilité dans les systèmes. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chantiers à mettre en place de façon à être vraiment exemplaire sur ces sujets. Et cette loi, elle responsabilise les entreprises. D'accord ? Donc, elle vient juste de passer. Donc, nous, on considère qu'il faut tout de suite s'appliquer à se mettre le plus rapidement possible dans ces nouveaux principes, sachant qu'ils ne seront applicables d'un point de vue de la loi qu'en printemps 2018. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on fait. Mais quand on fait ça, on ne fait que être compliant par rapport à la nouvelle loi.
Et nous, on pense que ce sujet d'éthique sur les données, en fait, il va bien au-delà de la loi. Et donc, on a voulu d'abord aller voir les Français et leur demander finalement des questions assez simples, hein. On leur a dit, donc ça c'est l'étude Harris Interactive de mars 2016. Notre question c'était, comme la Poste c'est la confiance, finalement, comment on arrive à concilier la confiance et le traitement des données. C'est vraiment capital et c'est au cœur de notre marque, donc il fallait qu'on soit vraiment fort sur cette partie-là. Alors la première question qu'on a posée aux Français, on leur a dit, mais est-ce que vous souhaitez des entreprises, des services qui soient plus personnalisés? Et là, on a eu les 2 tiers d'entre eux, donc 65%, qui nous ont dit oui, on veut des services plus personnalisés. Et quand on regarde un petit peu plus en détail, si on prend par exemple sur les jeunes, c'est plus de 80%. Donc en fait, nous, on s'est tous adaptés, on s'est habitués avec les services qui existent dans nos mobiles, avec toutes les applications qu'on manipule maintenant tous les jours. On s'est habitué à avoir des services personnalisés et on exige finalement, nous, en tant que consommateurs, que l'ensemble des entreprises avec lesquelles on a des relations, elles sachent demain faire ces services de plus en plus personnalisés, comme on les trouve aujourd'hui dans nos mobiles, dans les applications sur nos mobiles. Après, on leur a dit, mais pour avoir des services personnalisés, est-ce que vous êtes prêts à confier vos données aux entreprises? Et là, boum, le 2 tiers, il devient 1 tiers. Donc on a uniquement 1 tiers des Français qui sont prêts à confier des données pour avoir des services personnalisés, alors qu'on sait qu'il faut des données pour personnaliser les services. Et donc ça semble un paradoxe, mais pas tout à fait. En fait, il y a une attente en termes d'éthique sur le traitement des données qui est juste très très forte et qui, de notre point de vue, est en train de grandir. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est bien posé la question de dire, bon, aujourd'hui c'est ça. Des fois, on entend des gens qui disent oui, mais bon, les jeunes, ils ont pris l'habitude de tout donner à Facebook, à Google, etc. Donc, ils ne sont pas très conscients de ces choses-là. Et en fait, ce n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Ce besoin, cette attente en termes d'éthique sur les données, il est vraiment généralisé. Et nous, on pense que c'est une tendance tellement de fond que ça ne va que grossir. Donc, c'est vraiment le moment de prendre en compte tout ça. Alors, pour faire ça, on a fait une charte data qui est en fait un énoncé de l'ensemble des grands engagements qu'on prend, on va les balayer tout à l'heure, sur la donnée. Pourquoi on utilise la donnée, comment on protège les données, quel est notre rôle globalement, même dans la société par rapport aux données, etc., etc. Et quand dans ce même sondage, on leur dit, mais est-ce que ça va dans le bon sens pour le groupe La Poste, alors le 1 tiers, il revient à 2 tiers. On a 2 tiers des gens qui nous disent oui, s'engager sur des grands objectifs à travers une charte, ça va dans le bon sens. Alors évidemment, après, il faut délivrer cette promesse, mais on pense que finalement, on a trouvé un axe intéressant. Parce qu'aujourd'hui, ce travail sur la donnée, quand il commence vraiment à se faire, il ne doit jamais arrêter. C'est se lancer dans une démarche de progrès dont on finit jamais. Donc c'est des approches qu'on a aussi quand on développe les applications, hein, des choses très lean et très en amélioration continue. Et donc pour nous, cette charte du groupe La Poste, c'est viser plus loin que le cadre légal. C'est se dire, voilà la posture de la société. Nous on a une marque qui est basée sur la confiance. Toutes nos valeurs sont basées sur la confiance. On fait ça depuis plusieurs centaines d'années. On s'adapte à la transformation digitale. On sait que derrière la transformation digitale, il y a la transformation par la data. On veut adresser ces sujets-là. Mais on va se mettre au plus tôt en conformité par rapport aux futures exigences de la loi, mais on veut aller au-delà de ça. Et on veut l'exprimer de façon complètement transparente et ouverte à tout le monde à travers les engagements de notre charte. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la charte? En gros, on dit on veut apporter toujours plus de services. Hein, c'est la première attente qu'on avait tout à l'heure. Donc oui, La Poste doit s'engager vers de plus en plus de services personnalisés à travers tous ces métiers. Donc, on détaille un petit peu ça. Après, il y a une autre tendance de fond sur laquelle nous, on veut être un peu aussi leader, c'est le fait de se dire que finalement, aujourd'hui, l'utilisateur, il n'est pas tant en contrôle sur sa donnée et que ça devrait changer demain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner aux personnes le contrôle de leurs données? Donc, on prend aussi des engagements sur ce thème-là. Et c'est important parce qu'on est présent sur plein de
sur plein de services en fait où ça c'est un peu au cœur, hein. Si demain vous utilisez des Internet des objets connectés par exemple, les objets connectés ça peut dire beaucoup de la vie de tout un chacun. Et ces objets connectés, à un moment donné, ils doivent parler entre eux, ils doivent parler avec d'autres services. Donc on a un hub numérique par exemple, hein, qui permet de faire communiquer les objets. Et ça ne peut pas fonctionner à notre sens, ou en tout cas pas avec notre marque et nos valeurs, si on n'a pas redonné le contrôle aux utilisateurs sur leurs données. Après, on a des responsabilités qui sont plus de type protection et rendre compte. Ouais, il faut rendre compte, hein, c'est l'accountability, c'est au cœur de la loi. Mais la façon d'implémenter ça, ça va être différent dans chaque entreprise en réalité, hein. Parce qu'on vous dit mettez des contrôles a priori, mettez des contrôles a posteriori pour qu'il puisse y avoir une auditabilité, et puis comme ça vous aurez des comportements qui sont vertueux et vous empêcherez des malveillances. Mais la façon de faire ça, ça peut être très différent d'une entreprise à l'autre, et donc il faut bien réfléchir sur chacun des nouveaux services, mais aussi sur les services du passé ou les applications du passé. Finalement, on en a des milliers d'applications, nous, on commence par quoi? Donc avoir une approche un peu par les risques et essayer de balayer tout ça et d'être en amélioration continue, parce que les protections, elles existent déjà en fait, hein, évidemment, on les a pensées au départ, mais les exigences se renforcent et du coup, il ne faut pas hésiter à revoir un peu sa copie et à chercher à aller toujours plus loin dans ce sens de rendre compte de ces traitements et de protéger la donnée. Alors j'ai un quatrième axe qui a sauté là, mais en fait, c'est bien de rendre compte et de protéger la donnée à l'intérieur de son périmètre, de son entreprise, mais assez souvent, on est dans des écosystèmes qui sont plus ouverts que ça. Donc, on a des gens qui nous fournissent de la donnée, on a des gens avec qui on échange de la donnée à l'extérieur. Donc, comment on fait pour pousser un petit peu cette protection et cette garantie qu'on donne à l'utilisateur quand la donnée, finalement, elle vient de l'extérieur ou elle repart à l'extérieur. Donc, ça, c'est des engagements supplémentaires et ça touche les relations contractuelles qu'on peut avoir avec nos partenaires. Donc là aussi, comment on arrive à descendre des éléments, des exigences de la charte auprès de nos partenaires et comment on s'assure que effectivement on a un comportement qui est positif dans l'entreprise, mais aussi au-delà de l'entreprise avec les gens avec qui on travaille. Un sujet qui est aussi assez dans le vent, c'est tout ce qui concerne le bien commun. Donc dedans, on y met deux choses. On y met l'open data. Donc, vous savez, le open data, c'est l'idée d'ouvrir ces données pour le progrès de la société, d'une part, ou alors pour l'innovation et les startups, d'autre part. Donc de l'ouvrir de façon assez qualitative et quantitative. Donc ça a été défini, ça d'ailleurs, dans une charte du G8 hein, par les grands États. Et donc nous, c'est des mouvements qu'on accompagne depuis très longtemps, hein. On a commencé à la création d'Atelab en 2012, on a ouvert nos premiers jeux de données. Beaucoup autour des bureaux de poste. En 2014, il y a eu des assets un peu plus importants, comme par exemple la base d'adresse nationale. Donc aujourd'hui, vous avez en open data l'ensemble des adresses géolocalisées. Et ça, c'est un travail commun entre OpenStreetMap, La Poste et l'IGN, avec Etalab, hein, qui a beaucoup poussé aussi pour que cet actif, ce bien commun, soit créé. On a ouvert aussi les codes postaux à cette époque. Et on continue à ouvrir des choses. Par contre, on s'est aperçu, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir un lien avec les développeurs. Ce qu'on n'avait pas au début. Donc, dans ces premières versions, en fait, on poussait des fichiers qu'on avait ouverts, et puis ils arrivaient sur Etalab, et après, on ne savait pas qu'ils étaient utilisés, pas utilisés, pourquoi, comment, c'était bien, c'était pas bien, il fallait s'améliorer. On n'avait pas beaucoup de retours. Et donc, pour avoir ce contact avec la communauté, on a commencé à créer nos sites à nous. Donc, on a aujourd'hui un site qui s'appelle Datanova, sur lequel on a nos jeux de données Open Data. On a un site développeur.com sur notre site institutionnel où on a nos API, puisqu'on ouvre aussi des API. Et on commence à gérer du coup une communauté qui vient de chercher de la donnée de la Poste pour en faire quelque chose. Et on fait des hackathons. Et on s'est aperçu, notamment, on a fait un bel hackathon au mois de mars à Paris. Et puis les gens, ils nous demandent quoi finalement quand ils essayent de valoriser des choses avec leurs données? Ils nous demandent un peu de jeux de données Open Data, mais ils nous demandent surtout beaucoup d'API pour pouvoir faire des services. Parce qu'effectivement, le jeu de données Open Data, il a du sens surtout quand,
En parallèle, on utilise les API pour créer de nouveaux services. C'est là où il y a de l'innovation. Et donc, ça nous a fait pas mal réfléchir. Et on pense qu'il y a un sujet Open Innovation qui est vraiment important en France. C'est vraiment un truc qu'il faut jouer parce qu'en France, on a beaucoup d'ingénieurs, on a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'énergie, des startups qui n'ont pas toujours beaucoup de données d'ailleurs. Et si on leur permet d'innover avec nous, bah, finalement, on arrivera sans doute à faire des choses vraiment nouvelles. Donc aujourd'hui, on était parti sur le fait de dire les hackathons. Les hackathons, on nous demande des API et des jeux de données open data. Donc on va essayer d'ouvrir plus d'API et plus de jeux de données open data. Et puis au-delà de l'hackathon c'est bien, mais ce qui est surtout important, c'est que ce résultat qui a duré un week-end, bah, il puisse se transformer en des projets, que ces projets, un certain nombre d'entre eux puissent aller au bout. Et donc, on s'engage maintenant aussi vers de l'incubation des projets issus des hackathons. Donc, on essaye de s'organiser en fait pour que cette co-innovation elle puisse exister avec la Poste. Et voilà, on a tous à gagner en fait à avoir un écosystème riche de la data en France. Et moi j'y crois pas mal parce qu'on a vraiment les bonnes compétences, les bonnes énergies. Mais il faut arriver à exister. L'innovation, c'est pas que dans la Silicon Valley. Et puis le dernier engagement qu'on prend, c'est se donner le moyen de nos ambitions. Et ça, c'est important parce que, en fait, si on définit pas le cap, on ne sait pas où aller, donc on ne guide pas l'action. Donc tous les autres axes, en fait, c'est définir le cap qu'on est en train de suivre, parce que maintenant, on est en train de décliner des plans d'action sur ces axes-là. Mais le dernier, il nous garantit qu'on a assez de puissance en interne et on s'est assez engagé vis-à-vis de l'externe pour aller au bout de notre approche. Alors, la Poste, c'est 260 000 postiers hein, dans tous les métiers, donc c'est vraiment beaucoup de gens. Et cette charte, elle engage tous les postiers. Donc on a voulu commencer par quelque chose de très très fort. En fait, entre les Français et les postiers, il y a un truc qui existe depuis la Révolution. Donc c'est vraiment pas neuf, qui s'appelle le serment des postiers. Donc les postiers prêtent serment. Au départ, ce serment, il est fait pour protéger le secret des correspondances. Donc on ne va pas ouvrir le pli qu'on est en train de transporter. Et donc, il y a un engagement qui est un événement assez fort en fait, pour tous les professionnels de la Poste qui s'engagent là-dessus. Ils s'en rappellent toute leur vie. Hein. Et il est un peu au cœur de la confiance que les Français peuvent avoir avec la Poste. Donc, ce serment, il couvrait bien le monde physique, mais on s'est dit que c'était bien aussi de l'étendre à ce monde digital en ajoutant des choses sur la confidentialité des données. C'est important parce que les postiers, par exemple, maintenant, ils ont tous un smartphone. Hein. Donc un smartphone, c'est presque un ordinateur qu'on a dans sa poche. Donc c'est important, on va collecter de la donnée, forcément, puisqu'on fait des services de proximité avec ce smartphone. Donc c'était important pour les facteurs, mais c'est important pour des gens qui ne sont pas facteurs aussi. Ce serment, il engage tout le monde. Donc demain, l'informaticien qui travaille sur sa base de données, eh ben, il prête serment aussi. Et voilà, donc pour nous, c'est un élément qui renforce un peu l'éthique sur la donnée. Et le data scientist, c'est pareil, hein, il va faire des algorithmes. C'est important aussi qu'il sache qu'on a un cas d'éthique qui est très fort. Donc on a commencé par changer le serment des postiers en transposant cette protection qui existe dans le monde physique dans le monde digital. Après, on a des engagements qui sont, ou une démarche qui est rattachée tout en haut de la hiérarchie du groupe. Donc en fait, on l'a validé avec le COMEX d'abord de la Poste, et puis après le conseil d'administration de la Poste, dans lequel on retrouve l'État, hein, puisque l'État est actionnaire de la Poste. Et puis on l'a même présenté au ministre Axel Lemaire. Et globalement, sur toutes nos actions, on doit rendre compte au comité d'audit, en quelque sorte, du conseil d'administration, qui s'appelle le comité qualité et développement durable chez nous. Donc il y a une approche aussi un petit peu RSE. Et donc voilà, donc nous, Data Privacy Officer, Chief Data Officer, l'ensemble des gens qui travaillent sur le traitement des données, on doit rendre compte de nos actions à cette entité de gouvernance. Et donc voilà, en rendant compte, quelque part, on s'engage pleinement. Le sujet de la data, c'est un sujet qui nécessite beaucoup de pédagogie.
On a tous une expérience de la data puisqu'on utilise nos téléphones ou le web très facilement. Par contre, c'est un peu des nouveaux sujets qui montent assez fort, mais sur lesquels on a besoin de beaucoup de pédagogie. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est monter un site web data d'information. Ça, ce sera pour le mois de septembre, où on va expliquer ce que c'est que la data au sein de la Poste, ce qu'on est en train de faire sur nos engagements, sur la charte, comment on est en train de progresser. Et puis les gens pourront nous interpeller aussi sur ce qu'on fait. Et ça concourt à informer en fait tous ceux qui veulent l'être sur un peu ces nouvelles approches qui sont liées au réglementaire, mais qui sont liées aussi aux engagements qu'on prend nous à titre de boîte vis-à-vis du traitement de la donnée. Comme on pense que c'est au client de décider quelle utilisation on fait de ces données, donc on veut faire une application pour gérer ses droits sur les données en fait. Ça nécessite beaucoup plus de travail parce qu'il y a plein de flux d'informations et une application à créer. Donc on le fera sur janvier 2017. Et pour que les gens puissent gérer leurs droits sur les données, il faut aussi qu'ils puissent être guidés. Et donc on va leur pousser aussi une assistance qui pourra répondre à leurs questions. C'est souvent le premier obstacle qu'on voit sur ces approches. On dit c'est bien d'aller vers la responsabilisation des gens sur leurs données, mais s'ils ne sont pas formés à le faire, s'ils ne sont pas capables de le faire, comment ça se passe? C'est un vœu pieux, quoi. Nous, on pense qu'il faut aller au-delà de ça et donc fournir aussi une assistance pour pouvoir bien gérer tout ça. En janvier 2017 aussi. Et globalement, on souhaite que cette charte elle soit dans la tête de tous ceux qui travaillent sur la donnée, de façon à ce que ce soit pris en compte dans les nouveaux services ou dans les modifications des systèmes et services existants. Mais on fait aussi des plans d'action en mobilisant des gens au sein de la Poste. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que quand on avait interrogé les Français, on avait deux volets. On avait en gros la personnalisation des services, parce qu'on veut ça, mais le cadre de confiance qui va avec. L'écosystème de confiance qui va avec. Donc l'écosystème de confiance, on en a un peu parlé tout à l'heure. Et puis maintenant, il faut aussi personnaliser nos services. Donc comment on fait ça? On est opérateur universel des échanges, dans le monde physique, dans le monde digital. Donc forcément, il y a de la data qui voyage entre les deux. On avait des premières étapes à franchir dans notre plan de transformation digitale avec la data. Et il nous fallait maîtriser en fait cette science des algorithmes. Et c'est pour ça qu'on est allé s'intéresser à une start-up de Grenoble qui s'appelle Probase, qui est en fait une compagnie qui est à cheval entre la recherche et les applications industrielles, pour avoir ces compétences de data scientist en interne. Donc de toute façon, chaque entreprise qui s'investit sur la data doit trouver comment il va craquer le problème de la data science, des algorithmes, puisque ce sont les algorithmes qui vont prendre une partie des décisions et de façon à pouvoir traiter en masse les données et gérer le contexte de chaque individu. Et l'expérience qu'on en a, c'est que si vous n'avez pas des partenaires un peu dans la durée pour faire ça, si vous n'avez pas des partenaires dans la durée pour faire ça, vous n'allez pas pouvoir craquer des problèmes qui sont vraiment importants. Voilà. Il faut savoir capitaliser sur les données comme on capitalise sur les algorithmes. Et ça, nous, on veut le faire pour personnaliser nos services, avoir une meilleure expérience pour nos clients, mais aussi pour gérer des processus industriels qui étaient des processus qui étaient câblés pour faire de la masse. J'ai beaucoup de lettres qui m'arrivent d'un endroit, il faut que je les pousse à différents codes postaux. Ça, c'est un process de masse. Mais à partir du moment où j'ai une personne, par exemple, qui va dire demain j'ai des préférences de livraison, donc tantôt ce sera là, tantôt ce sera là, il va falloir que je sois beaucoup plus dynamique sur mes flux industriels et que j'arrive à personnaliser à grande échelle un service qui au départ était construit pour de la masse. Je vous parlais tout à l'heure d'objets connectés. Nous, on pense que les objets connectés, enfin tout le monde pense que les objets connectés, demain, il y en aura de plus en plus et il y aura de plus en plus de données qui seront échangées à travers ces
ces objets connectés. Par contre, on pense que ces objets connectés, ils auront plus de valeur quand ils seront couplés à un service de proximité humain, donc avec des gens qui ont des téléphones, etc. Et la force de la Poste, c'est ces 80 000 postiers. Donc vous savez que le postier, en fait, il a sa sacoche dont le poids diminue chaque année, puisqu'il y a de moins en moins de lettres, et qu'on a choisi, nous, en France, de conserver des postiers. Et on a choisi de diversifier leurs activités en allant ouvrir notre réseau de postiers pour faire des services de proximité. Et ces services de proximité, ils sont assurés avec le postier et avec son smartphone. Et demain, on voit tout un tas de services dont on peut imaginer qui fonctionnent avec des objets connectés et les postiers. Parce qu'on pense qu'il faut de l'humain et des objets, les deux, quoi. C'est ça qui apporte de la valeur. Et ça veut dire aussi beaucoup de choses dans la façon de traiter les données. Donc on a un hub numérique, on a des gens pour aller fabriquer des algorithmes. On a une offre, par exemple, qui se lance au mois de septembre, qui est généralisée au mois de septembre, qui s'appelle Veiller sur mes parents. Donc vous avez des personnes âgées. On a tous envie que les personnes âgées elles puissent rester le plus longtemps en autonomie chez elles, plutôt que d'aller à l'hôpital ou autre. Et finalement, quels sont les dispositifs qu'on peut mettre en place pour que ce soit plus le cas demain qu'aujourd'hui. Dans les dispositifs, il y a des services de proximité humains, donc ça commence au mois de septembre. Hein. Le postier peut voir si la personne va bien. On peut avoir une téléassistance qui aussi assiste en cas de problème la personne âgée. Mais demain, on peut aussi imaginer qu'il y a des objets connectés qui travaillent un peu sur les comportements et disent, tiens, en ce moment, là, il y a quelque chose à faire, que ce soit quelque chose à faire par le proche ou par le postier ou par une infirmière ou quelqu'un d'autre. Donc, traiter des signaux des objets pour pouvoir donner un service encore plus sécurisant. Voilà, c'est juste un exemple, mais il y a d'autres cas sur lesquels on peut... Il y a plein de cas, en fait, qu'on peut imaginer sur ces services-là. Et donc, demain, cette société qu'on a acquise, elle continue à faire de la recherche, elle continue à avoir des clients en propre pour avoir elle travaille par exemple sur la voiture autonome, elle travaille sur des objets connectés, de l'efficacité énergétique, etc. Et donc on pense que en France, des fois il y a des effets d'échelle, quoi. Il faut avoir une certaine taille pour pouvoir rester au top de la performance, hein, parce que ça va très vite de l'autre côté, du côté des États-Unis par exemple, ou des GAFA. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire à travers cette acquisition. Et maintenant qu'on a cette acquisition, maintenant qu'on a cette shared data, qu'on est en train de progresser sur ces axes-là, notre vrai défi pour cette année, c'est d'ouvrir tout un tas de services personnalisés avec des projets avec nos branches. Donc c'est ce qu'on est en train de déployer. Donc on a testé un peu nos modes de fonctionnement et on pourra aller demain beaucoup plus loin là-dessus. Voilà, j'en ai fini là-dessus et si vous voulez, on peut passer aux questions si vous en avez. Ouais. En open data, on a beaucoup de choses sur les bureaux de poste, par exemple. Donc la localisation des bureaux de poste, les horaires d'ouverture, je crois que c'est en cours, accès aux handicapés, etc. Et on a cette base adresse nationale, qui est le plus gros asset qu'on ait fait. Ça, c'était assez compliqué pour nous pour le faire. D'une part parce qu'il n'existait pas en tant que tel, il a fallu se mettre avec l'IGN pour pouvoir le produire. Mais ça touche aussi un métier de l'adresse qui existe aussi au sein de la Poste. Oui, alors l'identité numérique, effectivement, ça c'est l'État qui dit moi je veux pouvoir demain ouvrir l'identité numérique de façon à faciliter la relation avec l'ensemble des services de l'État. Et du coup, l'État a demandé qui pouvait produire cette identité numérique. Donc il y en a 3. Hein. Il y a la Poste, il y a SFR et il y a les notaires. Et la Poste se positionne sur ce service qui nécessite aussi d'enrôler les Français en fait, hein, pour qu'ils aient une identité numérique qui soit vérifiée par le facteur avec la carte d'identité et de façon à faciliter tous les traitements administratifs et aussi tous les traitements avec la Poste finalement. Ouais.
Donc ça, c'est important, l'identité numérique, le hub numérique. On a aussi un trousseau numérique, un espèce de coffre-fort que vous pouvez avoir pour mettre vos documents dedans et faciliter vos démarches administratives. Et tout ça, ça continue à vivre. On a des API qui doivent être de plus en plus nombreuses, de façon à ce qu'on puisse à ouvrir aussi notre innovation à l'extérieur. Donc ça, c'est des chantiers qui sont en cours. Ouais. Oui. Oui. Alors la valorisation, ça se fait beaucoup à travers les services personnalisés. Donc par exemple, on a eu un hackathon la semaine dernière sur un des sujets, c'était donc quand vous avez des plis qui passent dans les chaînes de tri, hein, il y a des systèmes qui prennent des photos. Et est-ce qu'on peut reconnaître, est-ce qu'on peut donner une signature unique avec cette photo-là, avec des réseaux de neurones, de façon à pouvoir suivre, avoir la traçabilité du pli partout et à pouvoir aussi le router différemment et faire des économies sur nos process industriels. Donc ça, c'était un hackathon, juste preuve de concept, on va dire. Mais effectivement, donc vous travaillez sur des photos qui ont toujours été là parce qu'elles sont nécessaires au traitement du courrier. Vous devez pouvoir la lire. À partir du moment où vous pouvez la lire, est-ce que vous pouvez avoir un identifiant unique du pli? Du coup, peut-être on peut simplifier des process industriels qui existaient avant avec des solutions de marquage, des choses comme ça. Donc ça ouvre plein de choses. Ça ouvre aussi des services. Pour du courrier publicitaire, par exemple, il y a du courrier publicitaire qui transite dans nos services. Donc on peut imaginer demain avoir un monitoring du taux de livraison de la campagne, quoi. Voilà. Et des exemples comme ça, on peut en avoir 50 000. Bon, merci.